Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. En cette semaine, toujours consacrée au Bénin avec un dossier spécial sur le secteur de la téléphonie mobile. Et au sommaire également de cette émission, première déclaration du gouvernement guinéen depuis la tenue de l'élection présidentielle. Un gouvernement qui appelle au calme et à la retenue. Décès ce 14 octobre de l'ancien président béninois Mathieu Kérékou, portrait de celui que l'on surnommait le caméléon dans cet ANR. Et puis l'ONU célèbre la femme rurale ce 15 octobre. Nous verrons qu'en Afrique, le rapport économique est loin d'être négligeable. Et puis nous évoquerons également les PPP, les partenariats publics-privés, à l'heure où un salon leur est consacré à Douala, la capitale économique du Cameroun. Et ils sont avec nous pour en parler. Notre invité est consultant financier Éric Adéchian. Monsieur Adéchian, bienvenue. Bonsoir Amira, bonsoir à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs du monde entier qui nous regardent. Et nos éditorialistes, bien évidemment, Alfred Chango. Alfred, bienvenue. Merci Amira, bonheur de vous retrouver sur ce plateau et puis à mes très chères téléspectatrices, merci aussi de leur accueil. Et Samuel Gembok. Samuel, bienvenue. Merci Amira, bonsoir. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Le gouvernement guinéen a fait ce mercredi sa première déclaration officielle depuis la tenue du scrutin du 11 octobre 2015 face à la montée des violences dans certains quartiers de la banlieue de Conakry, la capitale. Les autorités guinéennes appellent au calme et à la retenue, selon le ministre des Affaires étrangères qui s'est prononcé en présence de plusieurs représentants d'institutions internationales. La Guinée a besoin de stabilité pour amorcer son décollage. Parallèlement, la CENI a déjà proclamé les résultats provisoires, des résultats qui donnent largement vainqueur le président sortant et candidat à sa propre succession, le président Alpha Condé. On fait le point avec Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée. Première déclaration officielle depuis le 11 octobre 2015, date de la tenue de l'élection présidentielle. Le gouvernement guinéen appelle les différents contestataires au calme et a usé des voies de recours légales en matière de contentieux électoral. Depuis en effet le lendemain du déroulement du vote, l'opposition conteste les résultats et des violences ont commencé dans certains quartiers de la banlieue de Conakry. Au nom de l'autorité publique, c'est le ministre des Affaires étrangères en présence des représentants d'institutions internationales qui tentent d'apaiser les acteurs. Lorsque les résultats seront proclamés, s'il y a un contentieux électoral, comme le dit la loi, ceux qui ont des problèmes ont le droit légitime de s'adresser à la Cour constitutionnelle qui a été mise en place. L'état de droit ne se consolidera jamais si nous n'apprenons pas d'abord à respecter nos propres institutions. Le gouvernement déclare que les portes sont toujours ouvertes au dialogue et que l'opposition peut passer par les institutions de la République pour faire entendre ses revendications. La Guinée est un état de droit, ajoutera le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Maître Cheikh Sako rappelle ensuite que les responsables des troubles post-électoraux feront face à la rigueur de la loi. Dès lors qu'il y a violence politique, violence post-électorale avérée, aussi bien les auteurs que les commanditaires sont passibles du code pénal guinéen. Et je tiens à réaffirmer solennellement que le gouvernement prendra ses responsabilités dans ce sens. Mais je rajouterai pour terminer, la Guinée n'est pas un pays pendu comme ça au ciel. La Guinée est dans le concert des nations. La Guinée est partie au traité de Rome. Si le gouvernement guinéen n'assume pas sa responsabilité, il y a la justice internationale. Le scrutin présidentiel s'est déroulé le 11 octobre 2015 dans le calme et la sérénité. Les électeurs se sont massivement rendus aux urnes pour voter. Selon la Commission électorale nationale indépendante CENI, le taux de participation tourne autour de 75%. Mais avant la proclamation des résultats provisoires, les 7 candidats de l'opposition dénoncent des fraudes massives et appellent à l'annulation de l'élection. Les différents observateurs internationaux sont quant à eux unanimes. Les manquements constatés ne remettent pas en cause la sincérité du scrutin. Alfred, un appel au calme et à la stabilité de la part du gouvernement. Pourquoi on peut craindre de véritables débordements en Guinée ? Amira, on voit déjà poindre à l'horizon, déjà avec l'attitude de l'opposition guinéenne, ce risque-là. Mais on sait effectivement que la Guinée ne mérite pas sa classe politique. On le voit depuis toutes ces dernières années, une opposition qui conteste systématiquement toutes les décisions politiques qui sont prises. Un
parti majoritaire aussi qui s'enferme dans sa propre logique, de sorte que le peuple guinéen est pris en otage entre des hommes politiques qui n'arrivent jamais à s'entendre sur le minimum démocratique et républicain possible. C'est vrai, il y a eu des manquements, beaucoup de manquements dans l'organisation de ces élections. Tout le monde l'a constaté. La Commission électorale nationale indépendante aussi a reconnu les quelques manquements, mais tout le monde est aussi unanime à reconnaître que les manquements qu'on a observés ne sont pas à même de décrédibiliser le scrutin à l'élection. La mobilisation massive des Guinéens, justement, vient contredire cette tendance qu'ont les partis politiques guinéens à vouloir toujours surenchérir. Il y a des instances judiciaires, juridiques qui existent en Guinée. Il faut ester en justice quand on conteste. De toute façon, la devise de la Guinée, c'est travail, justice, solidarité. Vous n'êtes pas d'accord? La justice est là, allez-y. Oui, Samuel, là, on parle de mascarade, de simulacre d'élection, de fraude massive. L'opposition n'a pas manqué de mots pour qualifier ce scrutin. L'opposant historique, Cellou Dalein Diallo, a d'ailleurs annoncé qu'il se retirait définitivement de la course à cette présidentielle. Il demande également l'annulation du scrutin. Alfred l'a rappelé, on a constaté des manquements, certes, mais est-ce que ces manquements justifient l'annulation du scrutin et décrédibilisent toute la chaîne de ce processus électoral ? Ma position est celle des observateurs électoraux indépendants sur place, notamment ceux de la communauté internationale, qui ont bien évidemment remarqué ces différents manquements, ces différents dysfonctionnements. Moi, je pense que les responsabilités sont quand même partagées. Même si, au-delà de tous ces dysfonctionnements, il faut admettre et accepter les résultats qui vont être sortis de l'urne. Les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce que quand on organise les élections, il faut prendre du temps pour assurer la transparence dans le processus électoral. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements et pas des moindres. La Commission nationale électorale indépendante avait tout le temps nécessaire pour pouvoir préparer tous ces différents mécanismes. Jusqu'aux commissions administratives de centralisation, on a observé quelques dysfonctionnements, ce qui n'est pas acceptable. Maintenant, l'opposition doit faire preuve de beaucoup de responsabilités, parce que elle-même aussi devrait prendre part à l'organisation de ces élections. Elle devrait identifier, avant d'y aller, tous les différents manquements. Elle n'a pas su s'opposer à tout ce qui a été fait au niveau de l'organisation des élections. Aujourd'hui, elle vient contester massivement ces élections en stimulant, en poussant les populations dans la rue, ce qui n'est pas acceptable. Il faut que la justice soit respectée dans ce pays. Il y a des mécanismes juridiques nationaux et internationaux, donc ils ont tous les moyens de recours. Ça ne sert à rien de revenir en arrière alors que le processus de développement a été enclenché. La Guinée a souffert pendant des décennies sans toutefois réaliser un plan de développement fiable. C'est l'un des pays les plus pauvres du continent. Monsieur Adéchian, que pensez-vous justement de l'attitude de l'opposition qui d'ailleurs avant même la tenue du scrutin avait déjà annoncé qu'elle contesterait les résultats? Là on a seulement les résultats provisoires et elle annonce d'ores et déjà qu'elle refuse le résultat des urnes. Disons qu'on est habitué à ce type de pratique au niveau de l'opposition dans beaucoup de pays africains où à chaque fois, même avant l'annonce des résultats, on conteste déjà l'issue du scrutin. Moi j'ai envie de dire pourquoi justement cette opposition va aux élections pour après à la fin refuser les règles du jeu. Il faut à un moment donné que les élections en Afrique soient des messes où on célèbre la démocratie justement. Et malheureusement on observe que les populations ne sont pas suffisamment matures dans un certain nombre de pays, dont notamment la Guinée. Il ne faut pas occulter que c'est quand même la seconde fois qu'ils organisent des élections démocratiques, même si c'est vrai qu'au niveau de la Commission nationale électorale indépendante, il y a eu énormément de manquements, d'impréparation. C'est bien dommage, mais je pense qu'il y a des institutions qu'il faut saisir à l'issue du scrutin. Et manifestement, aujourd'hui, la CENI n'a pas encore prononcé le résultat des élections et que déjà l'opposition dénonce un certain nombre de fraudes.
L'ancien président du Bénin, Mathieu Kérékou, est décédé ce mercredi 14 octobre. Il s'est éteint à l'âge de 82 ans à Cotonou. Mathieu Kérékou a été à la tête du pays pendant près de 30 ans. Celui que les Béninois surnomment le caméléon a toujours été considéré comme un homme politique fascinant. Le président actuel, Boni Yayi, a d'ailleurs décrété une semaine de deuil national. Tous les drapeaux du pays seront en berne à l'occasion. On fait le point sur ce sujet avec Lizelsi Akizimana. Le général Mathieu Kérékou, l'ancien président du Bénin, s'est éteint mercredi 14 octobre 2015 à Cotonou, au Bénin. Celui qui est surnommé Caméléon a dirigé le pays près de 30 ans. Arrivé au pouvoir en 1972, il a dirigé le Bénin jusqu'en 2006, avec une interruption de 5 ans entre 1991 et 1996. C'est une grande disparition, c'est une grosse perte, c'est un exemple de sagesse, de patriotisme. C'est un grand patriote. Il a montré un grand cœur à un moment donné, il a montré beaucoup de sagesse, il a montré un grand souci pour protéger le peuple contre les violences éventuelles, contre les appétits des insatiables. Donc c'est un grand homme qui s'en va là. Cette sagesse qui a caractérisé Mathieu Kérékou, l'ancien chef d'État béninois, est également reconnue par ses anciens collaborateurs. Ces derniers lui attribuent aussi une grande qualité d'écoute et de confiance. Nous avons perdu vraiment une grande personnalité du Bénin. J'ai servi sous le général Mathieu Kérékou. Il m'avait nommé dans l'un de ses gouvernements de mai 2001 à juin 2003. J'ai gardé de l'homme beaucoup de choses parce que tout d'abord, il m'a beaucoup estimé. Il ne me connaissait pas en tant que tel, mais il m'a vu faire et il m'a adopté. Il m'a dit des choses très importantes et je regrette fortement son décès aujourd'hui parce que il m'avait fait une déclaration que je n'ai jamais révélée à qui que ce soit et j'avais voulu qu'il puisse me donner le sens profond de cette déclaration, enfin de ce qu'il m'avait dit. Je regrette sincèrement ça. Moi, d'abord en tant qu'humain, c'est un homme qui est décédé et c'est une personne qui a été mon chef. C'est un chef supérieur de l'armée. Il a été donc le président de la République, le chef du gouvernement. Et je regrette sincèrement son décès parce que nous n'avons pas tout dit entre nous. Mathieu Kérékou est né le 2 septembre 1933 à Kouarfa, dans le nord du Bénin. Il a dirigé le pays d'abord comme autocrate militaro-marxiste avant d'accepter la démocratie et d'être élu à 2 reprises. Il reste l'homme politique qui a le plus marqué le Bénin. Le président actuel, Thomas Boni Yayi, a décrété une semaine de deuil national. Tous les drapeaux du pays sont mis en berne. Monsieur Adéchian, c'est un grand homme que le Bénin perd ? Permettez-moi à l'entame de mon propos de présenter quand même mes condoléances à la famille Kérékou et également à toute la nation béninoise. C'est vrai que Mathieu Kérékou fait partie non seulement de l'histoire, mais de la vie politique du Bénin. Ça fait quand même, il est resté au pouvoir 17 ans plus 10 après l'avènement du renouveau démocratique, ça fait 27 ans. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont connu que ce président-là. Et c'est aussi le président qui a réussi à quand même passer 2 époques. Si on appelle le Bénin aujourd'hui le Bénin, c'est parce qu'auparavant, ça s'appelait le Dahomey et c'est sous son impulsion que le Bénin est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est aussi le président qui a ramené la conférence nationale, qui a accepté le consensus à l'issue de cette conférence nationale, même si on sait que dans un certain nombre de pays africains, le sort de cette conférence n'a pas eu le même sort qu'au Bénin. Et c'est un grand homme, un homme d'État qu'il faut saluer, non pas parce que je suis béninois, mais je pense qu'il a incarné quand même une certaine rigueur, une certaine droiture, et il a apporté beaucoup au Bénin. Il est l'un des présidents les plus populaires au Bénin, qui a su être à la fois du nord au sud, d'est en ouest, l'homme de la situation, et il est assez complexe comme chef d'État. Non pas parce que je suis béninois que je tiens des propos aussi dithyrambiques, mais aujourd'hui, il appartient non seulement à l'histoire du Bénin, mais également à l'histoire de toute l'Afrique. Un bel hommage, monsieur Adéchian. Samuel, Mathieu Kérékou a perdu des élections en 1991. Il a accepté le verdict des urnes. Par la suite, il a été frappé par la limite d'âge. Là aussi, il a su quitter le pouvoir sans scandale. Ce qui est assez frappant, c'est qu'il fait des choses qu'aujourd'hui, certains présidents africains ne feraient pas. C'est une leçon implacable
à l'adresse de ceux qui sont au pouvoir et qui ne comprennent pas qu'à un moment donné, il faut le laisser aux autres et que les autres peuvent apporter un dynamisme tout à fait nouveau. Ce qu'il faut relever chez Mathieu Kérékou, c'est que c'était un grand observateur des questions internationales. C'est quelqu'un qui arrive au pouvoir en 72 en pleine guerre froide et qui est le premier des Africains à avoir accepté les règles démocratiques en 91, au moment où le vent de l'Est commence à souffler en ex-URSS. Donc c'est quelqu'un qui avait parfaitement compris que le monde était en train de changer et que l'aspiration à plus de liberté allait prendre le pas sur les dictatures. Donc c'était un grand lecteur des questions internationales et je pense que s'il a eu cette carrière politique et que tout le continent et le monde salue, c'est parce qu'il a justement compris qu'il était important d'entendre et d'écouter les voix de ceux qui sont plus nombreux. Alfred, on le surnommait le caméléon, un surnom qui lui allait très bien quand on regarde son parcours, tantôt révolutionnaire, tantôt communiste, tantôt démocrate. Oui, comme à sa prise de pouvoir en 72, il l'avait dit, la branche ne cassera pas dans les mains du caméléon. Donc du coup, on lui a collé ce surnom qui lui allait comme un gant. Mais je salue effectivement sa mémoire. Et puis aussi nos condoléances à tous les Béninois. Ensuite, je voudrais quand même qu'on n'oublie pas les victimes de l'époque dure de main de fer marxiste où Kérékou était au pouvoir. Il y a eu quand même des morts, des opposants emprisonnés, d'autres partis en exil. Mais ça reste quand même un grand homme qui sentait effectivement l'histoire, qui sentait les événements. Et c'est l'un des rares chefs d'État africains, ancien autocrate, qui avait compris une chose, que la grandeur d'un homme politique passe par sa capacité à reconnaître ses erreurs et à demander pardon. Et au moment de la conférence nationale souveraine du Bénin, qu'il avait initiée, au bout de cette conférence, lorsque les résolutions avaient été prises justement pour son départ, il avait accepté toutes les critiques qui avaient été portées, il avait accepté et puis on avait mis en place un gouvernement de transition avant les élections en 91. Et ça, c'est rare chez nos hommes politiques en Afrique. Je crois que oui, il avait su s'adapter à toutes les circonstances, à toutes les situations. Il ne faut pas oublier même sa traversée du désert. On ne l'avait pas entendu parler dès 1991 jusqu'en 1996, pendant la présidence de Nicéphore Soglo, silence radio total. Pas de critique. C'est pourquoi, parfois, je rappelle ici, je dis Gorgui Ablaye Wade au Sénégal n'a pas eu cette sagesse-là de Mathieu Kérékou. Donc, mais c'est vraiment salut à l'artiste qui nous a quittés au caméléon et puis qu'il repose en paix. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.